Eh bien, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Encore un grand merci à Michel et son intervention sur le marketing et de l'importance de la formation. On accueille maintenant Joël Duru et Romain Connoët de Précontact, l'agence spécialisée en communication RH, qui vont nous parler d'engagement collaborateur. Joël et Romain, vous êtes là? Oui, bonjour Dominique. Bonjour Bonjour à Dominique. tous, un grand merci d'être là et de partager avec nous l'engagement collaborateur. En cette période compliquée, c'est de cette saison, j'oserais dire. Je laisse tout de suite la parole. Moi, je suis à disposition de tous les spectateurs et je lis les commentaires fiévreusement pour les synthétiser et ensuite vous faire partager le questionnement des spectateurs. Donc, pour ceux qui sont de l'autre côté de l'écran, n'hésitez pas à poser vos questions, je m'en ferai le porte-parole. Et puis, je vous laisse la parole à tous les deux pour ces 3 quarts d'heure d'engagement collaborateur. Super. Merci beaucoup Dominique. Merci pour l'invitation déjà et pour cette introduction. Merci à tous pour votre présence ce matin. Alors, en effet, comme tu l'as introduit Dominique, le thème général de la matinée, je crois, était manager et garder le lien en période de crise. Donc, ce qui nous a paru intéressant, c'est d'en parler sous l'angle de l'engagement collaborateur, mais plus exactement des rituels qui sont un enjeu majeur pour développer cet engagement collaborateur. D'où la question qu'on avait proposée et à laquelle, avec Romain d'AppyProd, je le précise, pas de précontact, on en reparlera tout à l'heure. Donc, mon complice Romain, donc on va essayer de répondre à la question comment produire des événements internes pour remobiliser les équipes en période de crise sanitaire. Voilà, donc en tout cas, de tenter d'apporter des éléments de réponse. Donc, je suis Joël Duru, j'ai un parcours de plus de 20 ans dans le conseil et aujourd'hui, en effet, je dirige Précontact. Donc, on est basé sur Rennes, Nantes, Paris et on accompagne des organisations de toute taille, qu'elles soient privées ou publiques, donc des ETI, des PME, PMI, des grands groupes, même à l'international et des collectivités pour leur proposer des idées, des solutions en matière de communication externe et interne et les aider par là à mieux recruter, mieux fidéliser et mieux accompagner la transformation des organisations. Voilà pour les présentations. Alors, l'événementiel, c'est en effet de la technique et du contenu, c'est de la forme et du fond, d'où l'idée pour en parler ce matin, voilà, de croiser mon regard avec mon complice Romain, que j'ai invité donc à prendre un petit café pour nous réveiller. Donc Romain, je te laisse te présenter. Ouais, merci Joël, bonjour à tous. Merci pour l'invitation Joël. Je suis Romain Connoët, je suis le créateur et le directeur de l'agence AppyProd, agence événementielle basée à Rennes, et on intervient dans la conception, la rédaction et la production d'événements corporate. Alors déjà, en préambule, vous dire que dans notre volume d'affaires général d'agence événementielle, les événements internes correspondent grosso modo à plus de 70% de notre volume d'activité à travers des événements types que vous connaissez forcément tous pour soit les organiser, soit y participer, que sont des conventions, des assemblées générales, des team building, des anniversaires d'entreprise. Et alors, ce qui est intéressant, Joël le disait, dans le débat entre le fond et la forme, entre le contenu et le contenant, la crise qu'on vient de traverser et qu'on continue de traverser, j'ai l'impression, c'est que l'évolution et la contrainte technique est l'élément central qui va bouleverser effectivement les habitudes et les messages et la façon de les diffuser. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est vraiment de se rendre compte que on peut repenser les messages en fonction de comment on va les diffuser. Ok, en effet. Alors, ce que je pense, avant de rentrer sur le fond, juste l'idée, c'est de vous dire un tout petit peu comment on a prévu un peu notre intervention. L'idée, c'est de vous partager surtout une expérience vécue il y a 3 mois, qui est une expérience commune, et qui va nous permettre de vous montrer un exemple de comment concrètement on peut répondre aux défis qu'on vient d'évoquer. Mais avant, ce que je propose, c'est qu'on revienne sur le contexte et les impacts de la crise par rapport à ce thème. Alors, pour commencer, on peut faire un petit flashback rapide pour nous remettre en tête un peu ce qu'on a tous vécu. D'ailleurs, Romain, je te laisse te souvenir, il y a un an, c'était comment? Alors, il y a un an, fin 2019, début 2020, on prenait des avions, on se retrouvait dans des conventions,
ont été proches, rassemblés autour d'un projet, autour d'un cap. On partageait une émotion dans une même salle, autour d'un même auditoire, et c'était effectivement l'événementiel connu depuis toujours qui permettait de passer des messages en interne vis-à-vis de ses collaborateurs. Ouais. Et il y a 10 mois, souvenons-nous, eh bien, la visio était pour beaucoup un événement en soi, puisque dans le monde d'avant, c'est-à-dire avant le premier confinement, il faut avoir en tête que seulement 8% des entreprises pratiquaient le télétravail. Hein, c'est une source ANDRH, l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Et il y a peu de managers qui avaient faut s'en souvenir, une pratique régulière des outils comme Google Meet, Teams, sans parler de Zoom, que beaucoup découvraient et qui, à l'époque, a fait beaucoup de buzz. Voilà. Donc, alors, il y a eu le premier confinement où la donne a changé, évidemment. Et puis, à la rentrée, souvenons-nous, c'était en septembre dernier, Romain. Effectivement, en septembre, on a eu, on va dire, une période d'émulation, de retrouvailles. On était ravis de se retrouver. Alors, on se retrouvait dans des petites jauges, ce qu'on a appelé l'événement hybride, avec des jauges effectivement restreintes, avec effectivement les contraintes sanitaires mises en place in situ au cœur de ces jauges. Et puis, on a découvert effectivement en complément le streaming live, qui permettait d'avoir une audience complémentaire, non pas in situ dans la salle, mais online, effectivement, à travers une fenêtre qui est créée sur l'événement. Alors, effectivement, c'est pas quelque chose de nouveau, je fais une petite parenthèse à ce moment-là, mais c'était quelque chose qui, en tout cas, a pris un poids et un curseur important. Dans tous nos événements auparavant, il y avait déjà des streamings qui étaient mis en place, mais je disais, pardon, que c'était plutôt anecdotique. Là, maintenant, à partir de septembre, et on va le voir aussi par la suite, c'est quelque chose qui devient primordial. Voilà. Et aujourd'hui, bah, on vit toujours malheureusement un peu à l'heure du Zoom management, hein, et on voit les webinaires explosent. Bah, la preuve ce matin. Alors pour vous donner une petite idée, j'ai lu récemment une info sur la plateforme Livestorm qui a triplé son volume de webinaires sur les 10 derniers mois, avec une croissance de plus de 300% de ses nouveaux clients. Donc c'est juste pour voilà. Montrer que plus on avance, plus on multiplie ces visios et plus on est dans des events 100% digitaux, plus le phénomène d'usure va se développer. C'est un peu une conviction forte, on le pressent, on le ressent aujourd'hui, il y a des signaux faibles qui nous le montrent, et pour autant, eh bien, on voit que beaucoup d'acteurs continuent et on assiste à s'équiper, et on assiste même à une course à l'équipement pour digitaliser tous les événements, avec le lancement de nouveaux studios ou la reconversion de lieux qui auparavant étaient plutôt dédiés, par exemple, à la culture. Alors, c'est très vrai partout en France, mais dans l'Ouest, on n'échappe pas à ce phénomène. Sur des villes comme Rennes, Nantes, et je suis sûr à Lorient, on voit quasiment doubler l'offre voilà, de plateaux, de studios. Voilà, donc ça, c'est vraiment le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a posé ce contexte, ce qui peut être intéressant, Romain, on s'était dit, c'est qu'il serait utile de revenir peut-être sur les conséquences de cette crise sur le management et sur les events de manière un peu plus précise. Alors, si tu veux bien, je vais peut-être démarrer par le management. Bien sûr, je veux bien. Voilà, alors, je vais essayer de faire court parce qu'on a beaucoup entendu d'observateurs, d'experts sur le sujet, et je ne vais pas parler du management à distance parce que ce n'est pas le sujet ce matin, mais j'aimerais évoquer vraiment un impact de la crise par rapport à notre sujet qui me semble majeur et qui s'accentue au fil des mois. C'est celui de l'engagement collaborateur et plus précisément des vulnérabilités. En fait, nous, on le voit quotidiennement quasiment. En tout cas, il y a beaucoup de DRH et de dirigeants que nous accompagnons qui nous disent être très préoccupés par l'usure des salariés par rapport à l'évolution des contraintes sanitaires, d'une part, et d'autre part, et c'est un peu paradoxal, une demande d'une majorité d'entre eux de retrouver la cohésion d'équipe, de retrouver le collectif de travail. Voilà, donc on voit que, en tout cas, avec la crise, on assiste à une explosion des vulnérabilités dans la société et donc dans les organisations, que ce soit les entreprises, les collectivités, et donc chez les salariés. Et d'ailleurs, à ce titre, je vais faire la pub de contenus qui sont excellents. Je vous invite à visionner
des interviews de David Abiker, que vous connaissez peut-être, qui est journaliste, chroniqueur et ancien DRH, et qui a réalisé ces derniers mois pour le compte de Malakoff Humanis un certain nombre d'interviews sur le sujet justement des vulnérabilités. Ça s'appelle Parlons vulnérabilité et c'est disponible sur le site Comptoir de la nouvelle entreprise. On pourra donner le lien. Et je ne fais pas de pub parce que nous ne sommes absolument pas impliqués dans cette opération, mais ce qui compte, c'est vraiment l'intérêt de ce qui est dit. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que les situations de vulnérabilité aujourd'hui touchent plus de la moitié des Français. En tout cas, plus de la moitié des salariés, pardon, et ont évidemment un impact sur la vie de l'entreprise. Et ça, il faut l'intégrer. Alors, de quoi on parle? On parle évidemment de difficultés financières, de maladies graves, mais aussi de situations d'aidants familiales, de monoparentalité, de handicap. OK. Il y a aussi des choses qui peuvent paraître peut-être moins visibles, mais ce sont les risques psychosociaux. C'est la perte de motivation et surtout la perte de sens au travail. Et ça, c'est extrêmement fort. On a énormément de signaux qui nous remontent par nos clients notamment. Et la conséquence de tout ça, évidemment, c'est l'augmentation de l'absentéisme et des risques professionnels, mais aussi d'un moindre engagement au travail et d'une dégradation des relations professionnelles. Et on est bien sur le sujet de la relation et aussi le sujet des conditions d'exercice de la mission de chacun. Je pense qu'on le vit tous. Voilà, donc la crise sanitaire, sociale, économique amplifie toutes ces vulnérabilités et donc ça remet à la fois les entreprises ou les organisations publiques au cœur de cette problématique. Alors c'est un angle un peu particulier que j'ai souhaité prendre ce matin et on pourrait me dire qu'on est un peu loin du sujet. Cela dit, je crois que sans être une réponse directe à ces vulnérabilités, les événements internes, excusez-moi, décidément, j'avais décroché mon téléphone, mais voilà, hop. Les événements internes doivent intégrer ce contexte. Voilà, c'est très particulier, c'est suffisamment fort. Ces événements doivent être inclusifs, ne pas s'adresser qu'aux collaborateurs qui sont en forme, qui sont les plus forts, mais il y a tous les collaborateurs. Évidemment, on s'adresse à l'ensemble du collectif. Et surtout, j'allais dire au-delà, ils sont par nature des leviers de cohésion d'une communauté. Et cette idée de cohésion de communauté qui est intrinsèquement liée à l'événement interne est fondamentale. Je citerai juste Eric Albert. Alors là aussi, peut-être que certains le connaissent. Eric Albert est psychiatre, consultant essayiste français. On l'a vu assez régulièrement dans les médias. Et je trouve qu'il dit une chose très juste. Il dit dans l'entreprise d'après, le télétravail sera un mode de travail comme un autre, mais on ne pourra pas faire sans communauté. Et cette idée de communauté et de collectif, elle est fondamentale. Voilà, donc ça, c'était vraiment un impact important sur lequel je voulais qu'on prenne le temps. Et une des conséquences de cet impact par rapport aux vulnérabilités, c'est le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui le CARE. Le CARE en entreprise, c'est une idée assez simple, c'est l'idée de prendre soin de ses collaborateurs. Voilà, donc évidemment, on est dans une période particulière et par rapport à ça, l'enjeu, c'est l'engagement collaborateur, c'est l'expérience collaborateur et quelque part derrière, évidemment, tout ce qu'on sait sur la marque employeur en termes d'attractivité, de fidélisation. Voilà, donc ça, c'était juste en conclusion sur ce point pour vous dire qu'il y a urgence à retrouver des rituels collectifs dans nos organisations et il y a nécessité tout simplement de prendre la parole et de libérer la parole. Mais c'est pas évident. Justement, Michel Brébion, qui intervenait dans la conférence précédente, nous a tendu une belle perche, puisqu'il a dit, en effet, aujourd'hui, l'événementiel est un peu compliqué. Eh bien oui, c'est compliqué, on va le voir avec Romain, parce qu'en plus la crise s'étale, joue les prolongations, et voilà. Mais ce qui est important, c'est d'avoir en tête les deux dimensions du rôle des communicants internes et qui touchent directement les événements. C'est d'une part, il y a une dimension information qui est essentielle, prendre la parole pour informer, mais aussi prendre la parole et libérer la parole parce que la communication interne, c'est aussi une dimension relationnelle, c'est la dimension du lien social, évidemment. Voilà. Alors ça, c'était pour l'aspect plus managérial.
Romain, est-ce que tu peux juste compléter sur l'aspect plus technique, en tout cas plus événementiel? Ouais, alors pour illustrer tes propos, Joël, juste un cas concret. On a travaillé là, dernièrement sur le projet d'une convention d'un groupe en nouvelles technologies basé sur Nantes. Convention non obligatoire, le groupe fait 600 collaborateurs. En physique, en événement physique, la convention regroupait à peu près la moitié, 50%, donc 300 collaborateurs sur 600. Bien sûr, on est passé en format digital assez rapidement au regard du contexte. Et l'événement est à venir, donc je ne pourrais pas vous dire, mais il y a une vraie crainte sur le nombre de connectés et le nombre de connexions qui seront liées à cette convention. Donc, on se rend compte que l'engagement déjà en physique parfois est compliqué parce qu'il faut réussir à faire déplacer les populations, à faire déplacer les publics à travers une réunion. Alors en digital, on se rend compte que c'est très compliqué. Alors, vous donner quelques éléments qui sont cruciaux à avoir en tête sur l'évolution de certaines composantes d'un événement en version digitale en période actuelle. Alors déjà, on va parler du public. Et alors, on peut en parler du public, ce qui est complètement absent. On a plus de public, on a une audience. On parle face à son écran, donc c'est un peu particulier. Et puis, on a surtout un public qui a un niveau d'exigence qui s'élève proportionnellement à son niveau d'attention qui, lui, se dégrade. Donc, on a une volonté d'être dans l'ultra information, ou en tout cas une information ultra rythmée. On veut avoir beaucoup d'infos en très peu de temps et surtout de l'information, et Joël le disait, la plus pertinente possible pour réengager les personnels. Alors, il faut quand même se rendre compte d'une chose, les études le prouvent actuellement, c'est que le temps d'attention derrière un écran est à peu près de 12 minutes. Donc, on est rendu à 17 minutes depuis le début de notre live. Donc, si ça se trouve, on vous a déjà perdu. Donc, en tout cas, j'espère pas, Romain, j'espère pas, mais voilà, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que à peu près toutes les 12-15 minutes, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est quelque chose d'assez crucial, en tout cas dans l'événement digital. On va le voir aussi sur les prises de parole. Et là-dessus, Joël, je te laisse effectivement donner ton point de vue. Ouais, sur la partie prise de parole, il y a une conséquence en effet de la crise, c'est que il y a un besoin de sobriété. Moi, j'en suis convaincu. On l'a vu d'ailleurs dans les événements qu'on a pu mener ces derniers mois, la sobriété a prévalu. On attend de la précision et de la clarté dans ces moments difficiles pour favoriser la connaissance exacte de la situation. C'est simple, c'est une idée simple, mais qui est parfois un peu oubliée par les dirigeants. Et surtout, les dirigeants ne sont pas très à l'aise par rapport à ça, parce que le problème, c'est pour beaucoup de dirigeants de communicants d'ailleurs, c'est le risque d'obsolescence des messages. C'est-à-dire ce que je vais dire à un instant T, le lendemain, vu l'évolution de la situation, peut être s'avérer complètement obsolète. Donc, le contexte est volatile, il est incertain, et il y a une difficulté de s'engager à travers la parole sur des perspectives, sur un cadre et de rassurer les. Voilà. Donc, on va le voir. Je pense que là-dessus, on verra à la fin de notre intervention. Il y a des postures à avoir, il y a des solutions. Mais en tout cas, il y a une conséquence en effet sur la prise de parole. Ça, c'est clair. Voilà. Et c'est à la fois sur le contenu, mais c'est aussi sur les dimensions, mais tu l'as un peu évoqué juste avant, peut-être que tu peux compléter sur la dimension technologique, enfin en tout cas technique. Sur le support, alors on parle de digitalisation de l'événement. Je vais employer un autre terme, on va parler d'informatisation de l'événement. C'est-à-dire qu'on est quand même dans la période actuelle à une véritable course à la technologie avec, et on l'a vu, des progrès et une accélération qui est géniale, hein, entre des processus de monde virtuel, des parcours en point de vue immersif. Ça ouvre un champ de possibles qui est particulièrement intéressant d'un point de vue technique. Par contre, il faut se présager, je dirais, de deux risques dans la conception de l'événement. Le risque principal, c'est effectivement que la maîtrise technique, ou je dirais la maîtrise technologique du support, prenne le dessus sur le message. Et là, on assiste à une vraie passe d'armes régulièrement en entreprise actuellement entre les services com qui veulent communiquer et les services IT, informatiques, qui eux sont dans des contraintes effectivement de process, de sécurisation des réseaux, de conformité, de confidentialité, de conformité interne par rapport à la RGPD. Donc, on est face à des supports qui sont aujourd'hui la contrainte principale, mais qui sont aussi, et on va le voir par la suite de notre développement, un véritable booster d'innovation et de possibilités. Donc, faut juste prendre en considération que il faut bien travailler d'abord le message,
et après le support s'adaptera, clairement. Alors, en termes de support, mais en termes de format, peut-être intéressant que tu puisses nous dire s'il y a eu des conséquences, enfin ce que tu as observé, parce que je suppose que sur les formats d'intervention, là aussi, il y a des impacts. Alors complètement. Alors je vais crever une idée reçue tout de suite. D'un point de vue global, en fait, construire un événement digital, c'est pas fondamentalement différent d'un événement physique. Et alors sur cette partie-là, c'est plutôt rassurant parce qu'on a toujours besoin d'un concept, d'un fil rouge, de dynamisation, d'interaction. On le voit. Posez vos questions, pensez à poser vos questions sur le chat. Après, aujourd'hui, la différence entre l'événement digital et l'événement physique, c'est qu'il faut placer certains curseurs un peu plus loin. Donc effectivement, le principal item qu'il faut tout de suite révolutionner, c'est le format d'intervention. Comment on arrive à faire passer une journée de convention, parfois de 8 heures, parfois plus, déjà dans un format rétréci. Alors quand je dis format de rétréci, c'est pas forcément de le passer en format de demi-journée, hein. Ça c'est déjà ce qu'on fait dans l'événement physique, déjà ce qu'on préconise, sur des prises de parole volontairement assez courtes, mais c'est se dire comment on arrive à passer une journée de convention en 1 heure, 1h30, allez maxi 2 heures de live sur un réseau digital. Alors, bien sûr, sur le format, il faut réussir à être plus direct, à être plus synthétique, à être plus visuel. Donc, c'est un vrai challenge hein, pour nous, agences, mais aussi pour le client et dans l'accompagnement éditorial, effectivement, du client. Il faut réussir à faire, à prendre cette distance avec le support qu'on appelle le PowerPoint. Hein. Justement, je me permets juste d'interagir, puisqu'on travaille d'ailleurs souvent sur les contenus ensemble et sur les contenus, en effet, plus visuel. Tu disais, le PowerPoint bourré d'informations, de chiffres, etc., est vraiment à proscrire. Il faut beaucoup plus préparer ces contenus. Et on l'a vu, la vidéo et les contenus vidéo qui ne sont pas forcément live, mais qui sont travaillés en amont, et qui sont diffusés à cette occasion des événements est devenu un moyen très efficace de faire passer ces messages. Ça, c'est un premier point. Il y a un point, ça me vient à l'esprit, qui est hyper important sur les contenus, justement, c'est de pouvoir avoir des contenus qui soient co-conçus, co-produits avec les participants, avec les collaborateurs. C'est-à-dire, en clair, ce ne sont plus des événements où les collaborateurs sont spectateurs, mais on les met en scène, on met en scène les collaborateurs, et donc ça nécessite là aussi plus de créativité, me semble-t-il, même si en présentiel, la créativité est fondamentale, mais le côté technologique, comme tu l'évoquais, ne doit pas du tout laisser penser que il faut juste avoir une débauche de technologie pour réussir un événement. La créativité, elle est ailleurs, elle est aussi dans les contenus. Voilà. Alors, surtout pas, enfin, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, Joël. Il faut surtout pas penser que la technologie fera tout dans l'événement digital. C'est un élément crucial et c'est l'élément qui permet aujourd'hui, via cette interface, de se parler et de se voir. Mais il faut quand même replacer aussi l'humain, et on parlera du public encore une fois après, au cœur du projet. C'est-à-dire qu'il faut faire varier les intervenants, et on le voit, la matinale le fait très bien, toutes les 45 minutes, une nouvelle thématique, des nouveaux intervenants. Il faut réussir à changer les scénographies, il faut réussir à changer les formats de prise de parole. On est effectivement très loin du modèle assez classique de convention, de discours derrière un pupitre. Alors, si on fait ça, effectivement, on va droit dans le mur de l'événement digital et de l'engagement souhaité. Alors, comme tu dis, pour le rythme, il faut qu'on tienne nous aussi le rythme. Alors, c'est bien parce qu'on a déjà donné en fait finalement pas mal de tips, notamment tu as donné pas mal de tips pour répondre à la question. Ce que j'aimerais là, c'est qu'on passe à l'exemple. On s'était dit qu'on allait vous partager un exemple d'une convention, en tout cas d'un événement corporate qui a été réalisé il y a 3 mois. Et donc là, il s'agit en fait du groupe Aditi. Le groupe Aditi rassemble en fait les activités de régie publicitaire et de communication du groupe Ouest France. Et comme beaucoup de clients, eh bien, il y avait une convention annuelle qui était prévue au premier semestre 2020, qui a été une première fois reprogrammée sous forme reprogrammée tout simplement sur la rentrée. Et puis après, elle a été non seulement reprogrammée, mais elle a été redesignée sous forme d'une tournée de la direction générale sur le terrain avec une jauge réduite
doit être à moins de 100 personnes voilà, à la rentrée de septembre. Et finalement, même ce format-là a dû être annulé compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire. Et donc là, c'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, quelle solution de substitution. Alors pour répondre à cette problématique, nous avons imaginé un événementiel 100% digital, mais qui mixe, la particularité, c'est ça mixe mobilisation du management et communication directe auprès de tous les collaborateurs. Voilà, donc on a procédé en 2 étapes, mais peut-être avant de vous en dire un peu plus, on a une petite vidéo à lancer pour revenir un peu en image sur cette expérience inédite, et puis après on vous donnera un peu quelques éléments de coulisses. « 2020 et demain », parlons-en. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Focus, l'émission du groupe Aditi. Nous allons balayer l'actualité, les enjeux et les questions que vous vous posez dans le groupe Aditi. Nos activités sont dynamiques, sont porteuses, mais aussi la dynamique de nos journaux et de nos radios est très bonne. Christian, au départ, il ne faut pas le nier, il y a eu de l'inquiétude dans les premiers jours. Mais très vite, cette inquiétude, elle s'est transformée en action, en adaptation, en beaucoup de communication au sein des équipes. L'enjeu, on l'a dit, c'était aussi de pouvoir capter au niveau du groupe les attentes des acteurs économiques de nos territoires. Sur la marque employeur, là on a engagé un chantier, vous le savez, en début d'année. On est accompagné par... Plus spécifiquement, votre ambition pour 2021 ? Alors l'ambition pour 2021, c'est clairement de gommer 2020. S'il n'y avait qu'un seul mot, c'est vraiment ça. Le redressement opéré par toutes les équipes dans ce contexte difficile est remarquable et nous encourage à préparer l'avenir 2021 dans la poursuite de la dynamique engagée. Voilà, donc en fait, à travers cette petite pastille d'1 minute, l'idée c'était que vous puissiez comprendre un peu quel était l'objectif de l'opération. Alors je vais la résumer, hein, je pense que vous l'avez vu, c'était de donner de la visibilité aux équipes, de remobiliser dans ce contexte incertain et anxiogène, par une prise de parole directement de la direction générale, et concrètement faire le bilan de la rentrée. Donc ça s'est passé au mois d'octobre. Il y avait le recul, peu de recul, mais il y avait quand même le recul de ce qui s'était passé au mois de septembre. Donc là, vraiment très informatif, informé sur les priorités aussi, au-delà du bilan, et sur les enjeux de fin d'année. Et puis, au-delà d'essayer de donner des perspectives, malgré tout, malgré toutes ces incertitudes, sur le cap pour 2021. Voilà, ça c'était l'objectif. Donc on a travaillé pour répondre à ce challenge à travers un dispositif en 2 étapes. Il y a à la fois du temps réel et du différé. Donc là, ce que vous avez vu, c'était plutôt la partie émission qui a été diffusée en différé. Mais il y a eu juste avant une étape qui était une étape qu'on a baptisée Manage Teams, puisque elle a eu lieu sur Teams. C'est pas très original, mais c'était une prise de parole dans un premier temps auprès des managers. Et en fait, c'est un webinaire qui a permis, voilà, en live, à distance, de s'adresser à la petite centaine de managers du groupe. Et au-delà des messages à faire passer, le principe était de profiter de ce moment pour faire remonter les questions du management, mais surtout les questions du terrain, de ce que les managers pouvaient entendre auprès de leurs collaborateurs, pour préparer avec eux la deuxième étape du dispositif, donc qui était la production d'une émission. Et donc l'idée là, c'est vraiment d'essayer de ne pas faire du top-down, mais d'essayer d'intégrer complètement les préoccupations des collaborateurs. Alors pour ça, il y a eu un dispositif, on a utilisé notamment la plateforme Klaxoon, que beaucoup connaissent aujourd'hui, qui a permis de recueillir tous les sujets de préoccupation qui étaient sur le terrain, en amont de la réunion. Et donc voilà, ça a vachement bien fonctionné, parce qu'on mesure tout, hein. Ce qui est important aussi dans l'événement, et cet exemple, voilà, l'illustre, c'est de pouvoir avoir aussi de la mesure. Et ça, avec le digital, c'est formidable. Donc on sait que, par exemple, l'évaluation sur cette première étape était de 4,3 sur 5, c'est très précis. Il y a eu 124 feedbacks suite au sondage qui avait été envoyé 48 heures après. Voilà, donc ça a permis de mesurer à la fois la satisfaction des participants, de collecter leur feedback. Et puis après, donc la deuxième partie, peut-être que Romain, je vais te laisser la parole sur la partie production de Focus, qui est l'émission. La deuxième partie, effectivement, était de rendre
réelle cette matière, de la réaliser à travers cette émission. Donc on est sur un plateau de 52 minutes enregistrant les conditions du direct au sein d'un studio qui était le studio de TV Rennes, puisqu'on était en octobre dernier, donc il y avait à l'époque encore pas beaucoup de studios sur Rennes. Depuis, il y en a eu des nouveaux. On est sur une réalisation avec 4 caméras pour vraiment donner du rythme, des différences d'angle, etc. On a une vraie alternance de rythme aussi entre les prises de parole du codir et puis les relances du présentateur. On a une alternance de plateau en format table ronde très classique où on est sur de l'échange avec effectivement de la démonstration en termes de support, mais il n'y a pas de présentation classique. Et puis on a en complément des séquences de démo où on utilise l'interface de l'écran qui était située derrière sur le plateau. Alors écran qui idéalement peut être interactif en format un peu France TV Info. Et puis on a intégré des capsules effectivement vidéo assez courtes de témoignages de collaborateurs là-dessus à l'initiative de Précontact pour entre guillemets avoir des reportages à l'intérieur de l'entreprise sur les succès, sur les meilleures pratiques du moment, etc. Pour info, sur cette émission-là, on avait un PPT, on va dire, de support qui faisait que 20 slides par rapport aux 400 slides que pouvait avoir, par exemple, une convention classique auparavant. On avait aussi intégré, et ça c'est la résultante du travail qui a été fait à travers l'étape 1 de Manage Teams, on avait intégré une séquence de questions-réponses avec un board Klaxoon qui permettait d'avoir effectivement au cœur de l'émission un ensemble de post-it élaborés par les collaborateurs à travers des managers qui étaient posés en question auprès du DRH du groupe Aditi. Donc au final, on avait véritablement une variation de format et d'interaction à peu près toutes les 10 minutes au cœur de l'émission. Ok. Alors, on arrive à la dernière partie de notre intervention. L'idée, c'était, à travers cet exemple et puis tout ce qu'on a partagé avant, c'était peut-être de synthétiser un peu quels étaient les enseignements à la fois sur le fond et à la fois sur la forme, puisqu'en effet, l'événementiel, c'est ce qu'il y a de visible, mais derrière ce qu'il y a de visible, il y a un fond énorme. Alors, je vais commencer peut-être par le fond, et puis Romain, je te laisserai évoquer la forme. Pour moi, il y a 4 enseignements. Alors, il y en a peut-être beaucoup plus, peu importe. En tout cas, j'en retiens 4 là ce matin. Le premier, c'est cette idée de synchronisation. La synchronisation, c'est un facteur clé de réussite. Il faut être absolument aligné entre les dirigeants et les équipes. Et dans un contexte comme celui-ci, dans un contexte de crise, comment on arrive à remobiliser les équipes à travers un événement? Eh bien, on n'y arrive que si on est vraiment bien aligné. C'est-à-dire qu'on a une bonne synchronisation entre les préoccupations, les attentes des collaborateurs. Parce qu'il ne faut jamais oublier que quand on fait un événement, on ne le fait pas pour l'entreprise, on ne le fait pas pour le dirigeant, on le fait pour... ça paraît évident ce que je dis, mais parfois on l'oublie, on le fait pour les collaborateurs, pour les participants. Donc ça, c'est important. Et cette synchronisation, elle fait écho à une idée simple, c'est communiquer, c'est avant tout écouter. Ça a toujours été le cas, et aujourd'hui, dans une période de crise, c'est encore plus vrai. Voilà, il faut bien écouter les attentes en amont, ne pas être dans une logique purement corporate-centrique où voilà, ça va être du top-down et la vision un peu stratégique et il faut le dire, parfois stratosphérique des dirigeants, mais il faut être collaborateur-centrique. Voilà, donc pour ça, il y a une méthode. C'est l'enseignement, nous on privilégie beaucoup la co-construction, voilà. Idéalement sur ces événements-là, l'expertise RH, c'est assez intéressant d'avoir des gens qui maîtrisent le sujet de l'engagement collaborateur. Quand ce sont que des gens de communication, moi, je vous invite vraiment à intégrer dans le groupe de travail de pilotage des expertises RH, en tout cas des gens qui maîtrisent bien le sujet de l'engagement collaborateur, pour évaluer cet alignement entre les messages et les attentes. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est l'importance de l'accompagnement en amont des dirigeants qui prennent la parole, parce que c'est déjà pas simple pour le sujet de la prise de parole en public et les dirigeants est aussi vieux que les événements, mais en période de crise, c'est encore plus compliqué. Il y a une dimension gestion des émotions qui est forcément pas simple pour des dirigeants qui sont sur tous les fronts et qui, là aussi, peuvent vivre des moments extrêmement difficiles. Voilà, le burn-out ne concerne pas que les salariés, il concerne aussi malheureusement les dirigeants. Donc, sans aller jusque-là, mais tout ça pour dire c'est vraiment important de bien travailler
la posture. Je vais revenir, mais juste avant, troisième enseignement, c'est vraiment être rassurant, transparent. Et on est rassurant que quand on est transparent. Alors, dans les limites de l'exercice, mais ce qu'il faut, c'est ne pas hésiter à dire, voilà, par rapport au fait que, oui, mais ce que je vais dire, ça va peut-être être obsolète, raisonner, ayez une logique de ici et maintenant. À l'heure où je vous parle, ici et maintenant, voilà ce que je peux vous dire. Donc, voilà, et de se dire que, voilà, c'est une vérité qui peut être déjugée dans les semaines qui viennent, mais c'est pas très grave. Faut pas que ce soit un prétexte pour ne pas prendre la parole, parce que ça, ce serait dramatique. Et l'idée, c'est de pouvoir rester sur des sujets opérationnels. Voilà, les collaborateurs attendent du sens. Mais pas forcément tout le temps sur la stratégie, pas forcément de la stratégie. Le sens vient aussi des sujets extrêmement opérationnels, des projets, des réalisations, des réussites. Il faut absolument apporter et mettre en avant. Romain, tu l'as évoqué là sur les pastilles, les collaborateurs, de leur faire parler de leur success story, de ce qui a marché, des initiatives positives. Dans un contexte aujourd'hui aussi anxiogène que celui-là, de montrer tout ce qu'on a réussi, la fameuse résilience, la capacité voilà, d'avoir des initiatives positives, c'est simple, mais c'est vraiment ça qui marche. Et puis enfin, et je terminerai juste sur ce quatrième enseignement, c'est le ton. Voilà, le contexte est très sensible, donc avoir le bon ton et je pense qu'aujourd'hui, l'heure est à l'humilité. Voilà, la posture d'humilité, oser dire, même pour des dirigeants, on ne sait pas. Et en soi, je peux vous dire qu'en termes d'engagement collaborateur, ça ne pose aucun problème de ne pas savoir. Puisque de toute façon, voilà, le dirigeant omniscient, le leader omniscient, c'est une vision complètement passéiste du management. Donc aujourd'hui, le contexte nous invite à moderniser notre style de management et de leadership. Et donc ça, c'est très important parce qu'évidemment, il est question de ça dans les événements internes. Voilà ce que je retiens. Est-ce que sur la forme, là aussi, les enseignements, pas de public, mais une audience, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Est-ce que tu peux juste, en conclusion, resynthétiser tout ça, Romain? Oui, bien sûr. Alors, dans les enseignements qu'on peut trouver et les trucs et astuces qu'on peut utiliser, pour être focus audience, faut penser à la place de l'audience. Faut penser à ce que le public va vivre et va se dire pendant l'événement. Donc, il faut penser au parcours de l'interface online avant qu'on arrive au live. Qu'est-ce qui se passe? Le pré-live, c'est des moments qui sont clés, en fait. Dans une convention physique, on va penser au café avant de passer au live. Online, on ne pense pas forcément à qu'est-ce qu'on fait avant de se connecter ou avant d'être en live avec la prise de parole du dirigeant. Il faut penser des entractes, on peut garder du team building, on peut essayer plein de choses effectivement en termes de team building, mais aussi on peut penser des zones de marketplace, je dirais, donc des zones d'échange en marge de la plateforme, en marge du live et du contenu. On peut créer des zones de rencontre. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, c'est réussir, et Joël le disait. Les interactions, c'est très important. Rencontres, je connecte ça avec le besoin d'interaction. Complètement. Et le digital permet quand même aujourd'hui de le faire. Autrement, un réseau social comme Facebook serait déjà largement obsolète. Aujourd'hui, on a aussi la possibilité de mettre le spectateur, en tout cas en module acteur, à travers le digital. Alors, on en parlait effectivement à travers le format de vidéo. Il faut vraiment essayer d'innover. Il faut vraiment réussir à innover sur ces formats de vidéo. On peut être sur des formats très inspirants, type Brut, type Combini, pour effectivement avoir ce côté un peu cash, direct, prise de parole, un peu micro-trottoir, façon de parler, qui permettent d'être dans la réalité du terrain. À noter, et ça va être sûrement une des questions qui sera posée par la suite, il faut que les moments d'interaction, ils soient simples et qu'ils soient très bien indiqués. Il ne faut pas que ça soit compliqué d'aller chercher effectivement le moment d'interaction. Ça doit être l'interaction un peu UI, c'est-à-dire d'être vraiment dans l'expérience utilisateur. Là aussi, l'événement, le design, tout ce qu'on sait sur l'apport de la démarche UX, elle s'intègre aussi évidemment dans l'événement. Alors, un cas très concret, si on n'arrive pas à savoir par où on peut poser la question, où est le chat pour poser la question, c'est que l'interaction, elle sera inutile et qu'elle sera sûrement
secondaire par rapport au live. Et alors, un point qui pour moi aussi est important, et on en parlait tout à l'heure sur le support, on va dire, de production de ce live, je pense que c'est essentiel d'innover sur le combo tournage-diffusion. Alors, comment innover sur un tournage en version digitale? Forcément, ça va être le lieu de tournage qui va pouvoir innover. Donc là-dessus, on se rend compte qu'il y a effectivement aujourd'hui une offre de plateau télé qui est en train d'émerger et qui est propice au moment. Alors c'est très bien, je salue tous nos confrères qui ont pris le pas effectivement de créer des plateaux télé. Alors c'est très bien parce que c'est un symbole d'agilité, d'actualité. On est vraiment en mode breaking news dans sa prise de parole. Par contre, effectivement, il faut réussir à innover un peu sur d'autres supports et sur, je dirais, l'habillage du plateau pour que ça soit effectivement le plus innovant. Il y a un petit risque d'uniformisation finalement des prises de parole. Ouais. Exactement. On le voit, enfin, je le dis très ouvertement, on a fait le live focus au plateau de TVRN, on a fait ça en octobre. Depuis octobre, le nombre de plateaux qui ont pu avoir lieu pour des entreprises au sein de TVRN montre que c'était déjà une bonne idée et que deux, c'était effectivement dans l'air du temps. Donc il faut réussir à innover. Alors innover sur le lieu du tournage, ça peut être aussi en recherchant des lieux symboliques. Je prends l'exemple d'une coopérative agricole qui a fait son live de 45 minutes en fin d'année dernière en direct d'une exploitation agricole, donc au milieu des champs. On se permet effectivement d'être en lien avec les messages, en lien avec l'audience, ce qui permet effectivement d'avoir quelque chose d'intéressant et de compréhensible sur l'audience. Et puis, bien sûr, et ça, c'est un leitmotiv important en ce moment, on peut aussi créer des plateaux de diffusion, de tournage au cœur de l'entreprise, au cœur du siège d'une boîte. Et là, je pense que c'est un symbole clé, c'est un symbole de gouvernance, c'est un symbole de on vous attend de retour au travail à la fin du télétravail, à la fin de la crise sanitaire. Et c'est effectivement des moments un peu importants entre le message et l'enveloppe qu'on va permettre de créer. Et juste un petit point, et j'en aurais terminé sur les innovations, sur les méthodes de diffusion. Alors, on voit le direct et on le voit aujourd'hui comme l'avant-première, effectivement, c'est la version visible de l'iceberg, le direct. Il faut vraiment, demain, que nous, agences événementielles, agences de création de contenu comme peut être Repris Contact, qu'on sache aussi innover et apporter des solutions sur la méthode du replay. Aujourd'hui, on consomme tout en version VOD. On consomme du sport, on consomme du film, on consomme de la série, on consomme du divertissement en version VOD. On consomme très peu d'événementiel en version VOD. Donc, comment réussir à créer des plateformes de replay, à créer des formats, à créer des contenus spécifiques au replay? Donc, je pense que demain, on peut aller aussi vers un contenu spécifique en mode replay. J'ai pas suivi le live, je regarde le replay. J'ai pas la même chose que le live, mais par contre, j'ai peut-être du plus ou du moins à définir effectivement en termes de contenu. Donc ça, c'est vraiment essentiel demain de pouvoir réussir à innover sur cette partie-là. Et c'est ce que nous a appris cette crise et le côté positif, puisqu'il faut quand même noter les côtés positifs, c'est le fait que, en termes d'innovation, c'est de raisonner au-delà de l'événement, c'est de dire comment on peut faire durer l'événement et comment l'événement est un prétexte à produire un contenu qui va en mode asynchrone. C'est un peu ce que tu dis, le replay, c'est de l'asynchrone. Il y a vraiment des choses à faire et c'est une idée vraiment intéressante à creuser. Ouais, tout à fait. Bon, super. Je pense que tu avais terminé, Romain, ou pas? Oui, alors sur les innovations, j'ai terminé. Je te laisse faire un peu de conclusion. Je vois qu'il est 44, donc il nous reste 1 minute si on veut tenir le timing pour juste peut-être un petit mot de conclusion. Moi, je dirais, en tout cas, si on veut se projeter, c'est que j'ai la conviction que même si la digitalisation des événements s'est accélérée à vitesse grand V grâce à la crise, ça a été une opportunité de ce point de vue. Ce n'est pas pour autant la fin des événements physiques qui restent indispensables, irremplaçables surtout, tant d'un point de vue émotionnel qu'expérientiel. Donc évidemment, il y a les contraintes sanitaires, évidemment qu'on navigue à vue et qu'on en a encore probablement pour quelques mois malheureusement. Mais cette bascule, c'est-à-dire on reviendra peut-être pas exactement au monde d'avant. Là aussi, sur l'événementiel, il y aura des traces durables. Je sais pas ce que tu en penses, Romain, mais voilà, je pense qu'on reviendra aussi à l'événement physique et je l'espère, Dominique, en tout cas pour les prochaines matinales, parce que c'est quand même assez sympa de se voir dans la vraie vie.
Alors, effectivement, je pense que toutes nos expériences digitales du moment serviront nos créations de demain, qu'elles soient physiques, hybrides ou digitales compensées, on va dire. Je pense que demain, on va surtout se retrouver vers des événements, et on l'attend, vers du présentiel, mais ce présentiel sera augmenté du support digital, ce qui permettra d'améliorer sûrement l'expérience événementielle physique de demain. Ça, c'est un point clé. Et puis, l'autre point clé, je pense, c'est que l'événementiel est en train de connaître sa révolution digitale, c'est très bien. Le monde est en train de connaître sa révolution digitale au cœur de cette pandémie. Ça va permettre aussi sûrement de passer à la vitesse supérieure sur une autre révolution qui sera une révolution, je dirais, RSE, qui permettra effectivement de se dire que demain, l'événementiel permettra sûrement aussi de créer des sphères possibles qui étaient inenvisageables auparavant. On peut avoir un intervenant étranger à 4 heures du matin en direct de sa convention. On peut effectivement réussir à relever un défi écologique sans forcément faire se déplacer des populations à travers une convention pour 1h30 d'intérêt, on va dire, réel sur le live. Donc, je pense que ça sera la révolution de demain, c'est réussir à compenser, à combiner, pas à compenser, à combiner présentiel et digital et à compenser effectivement la sphère écologique du moment. Il est 46, on a débordé d'1 minute. Merci Romain pour cet éclairage qui, j'espère, aura permis de répondre aux questions. Dominique, je ne sais pas s'il y a justement des questions. On est là. Si, tout à fait. Alors, merci messieurs pour ces apports extrêmement riches. Oui, il y a des questions, et notamment celle qu'on vit et que vous avez évoquée, qui est comment on peut optimiser l'interaction au moment de ce distanciel, justement. Comment faire émerger, alors vous avez parlé du X, comment on fait pour animer justement cette communauté et qu'au moment T, elle pose des questions, ou en tout cas elle participe aussi au débat. Alors, je vais te laisser répondre, Romain. Juste, je dirais qu'il y a déjà 3 niveaux sur l'interaction. C'est avant, pendant, après. On peut faire, et il est, je pense, intéressant de réfléchir sur ces 3 phases, parce que c'est pas le même type d'interaction. Mais avant, on l'a évoqué, puis on l'a démontré, j'espère, avec l'exemple, c'est que l'interaction, c'est-à-dire de pouvoir intégrer les participants dans la conception même de l'événement, en tout cas dans leur contenu. Voilà. Et puis pendant l'événement en termes d'animation et après. Mais Romain, je vais peut-être plus techniquement te laisser répondre. Alors, en termes de support sur l'interaction, en tout cas, on se rend compte qu'il y a deux supports qui font un peu compète. Il y a le chat, donc effectivement, qui est souvent intégré au live de diffusion. Et puis, il y a le smartphone. Alors, entre les deux, pour moi, il y a 2 utilités complètement différentes. Nous, perso, côté HappyProd, on préconise particulièrement l'utilisation du smartphone parce que ça permet d'avoir une interface qui est indépendante du système de diffusion, parce que ça permet d'avoir beaucoup plus de solutions aussi d'interaction que uniquement de la question chat. Ça peut être aussi du quiz, ça peut être de la gamification aussi à travers l'interaction. Et alors, pour moi, pendant le live, il faut que les moments d'interaction soient très clairs. On est un peu comme dans un show de télévision. On est effectivement sur le moment où l'animateur appelle à taper 1 pour répondre à une question ou pour gagner 20 000 euros en live. Donc, il faut que ça soit très clairement intégré dans des moments d'interaction avec des call to action très clairs et très simples à faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le plus simple, c'est la version smartphone. Voilà, tout simplement. Ok. Et sur un mode, un peu mode radio, quoi, c'est 5 minutes pour jouer au jeu des 1 000 euros, appelez pendant 5 minutes et après vous allez gagner, quoi. Faut créer des tunnels d'interaction. En fait, faut que le moment d'interaction soit un vrai moment où, en gros, on joue l'émulation du public. C'est-à-dire que c'est le moment où le public a la main. Alors, il peut avoir la main par différents biais. Il peut avoir la main aussi par du duplex, par l'intervention au cœur du live. Mais ça, on va dire que d'un point de vue technique, parfois c'est un peu compliqué quand même. Mais il peut avoir la main. En fait, il faut lui donner les moments où il prend la main sur le live. Et ça, c'est important que ça soit très clairement identifié. Alors, je peux juste compléter par une expérience qu'on a eue lors du premier confinement. On a accompagné une communauté de dirigeants de start-up. C'était pour le compte d'une société d'investissement, une venture. Et
qui a, voilà, dans ce contexte, a réuni. Alors, c'était des formats d'événements vraiment plutôt réduits, à jauge réduite, hein, il y avait une trentaine de participants, mais là où on peut utiliser justement des outils et interconnectés, c'est-à-dire sur une plateforme de visio, de pouvoir avoir en effet un outil comme Klaxoon, puisqu'en l'occurrence, c'est ce qu'on avait utilisé. Faut savoir que Klaxoon a un accord de partenariat avec Microsoft, donc par exemple Teams, eh bien Klaxoon est complètement est plugué dans les apps disponibles sur Teams, et on peut avoir là une interaction totale sur de la production d'idées, sur de l'évaluation d'idées. On peut liker, et c'est extrêmement visuel. Donc voilà, c'est juste, ça peut être sur des micro-événements, parce que là, on a évoqué plutôt le côté convention, mais ça peut être aussi sur des événements beaucoup plus modestes. Mais ça, c'est voilà. Aujourd'hui, technologiquement, en fait, les interactions, c'est pas un problème. Par contre, ce qui est un problème, c'est de bien les maîtriser et bien les préparer. Donc, ce que je retiens, c'est de la préparation, d'autant plus qu'on est en distanciel, des formats peut-être un peu revus et des tons un peu revus. C'est pas un tunnel avec le président qui prend la parole pendant 1 heure et tout le monde est assis sur sa chaise à subir la présentation. Mais ça, c'est pour ça que je parle d'accompagnement des dirigeants, parce que parfois, c'est ce qui est le plus compliqué à leur faire comprendre. C'est pas leur intérêt, c'est vraiment pas leur intérêt. Et du coup, à quel moment on peut retrouver ou pas le moment, je suis au café et je passe ma carte de visite et là, je discute à bâton rompu d'hypnothérapie en marge du salon sur lequel je suis ou de la conférence dans laquelle je suis. Est-ce qu'on peut retrouver ça, ou est-ce que là, on est définitivement cuit pour avoir ce type d'échange informel, mais qui font quand même l'humanité de l'événement? Il y a des expériences, je crois, et notamment dans l'Ouest, sur des événements B2B, et tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, me semble-t-il, Romain, sur le fait de dire qu'on peut avoir une sorte de marketplace. Ouais, alors là-dessus, effectivement, c'est un élément qui est dans l'air du temps en ce moment, hein, c'est de créer des marketplaces. Alors, quand je parle de marketplace, c'est quoi? C'est un espace de déambulation virtuelle en complément d'une salle de live, grosso modo, pour faire simple. Et donc, dans cet espace de déambulation virtuelle, on peut y créer effectivement différents espaces de rencontre. On peut créer des stands, donc on peut tout à fait avoir un espace avec des stands de partenaires qui présentent des solutions, qui présentent des interactions plutôt commerciales. Et puis, on peut aussi créer des espaces lounge où on va pouvoir échanger de tous les sujets, Dominique, hypnothérapie ou autre chose. Alors, autour d'un café, chacun aura son café ou chacun aura sa boisson du moment, parce que parfois, il y a des décalages horaires aussi. Mais en tout cas, l'important, c'est effectivement de créer ces moments, on va dire, à part du live, où chacun va pouvoir se rassembler. Alors, ces plateformes-là, elles vont exister sous différents formats. Laval Virtual, dans le Grand Ouest, effectivement, a lancé son Virtual World très tôt, en mars 2020, avec des contraintes, effectivement, de téléchargement et de création d'avatars qui sont un peu complexes. Aujourd'hui, sur le marché, il arrive des solutions plus plug and play qui permettent, effectivement, via un lien, de créer effectivement ce monde de déambulation. Et alors après, pour l'échange de cartes de visite, rien de plus simple. Chaque individu est symbolisé par une personne virtuelle, et en cliquant sur cette personne virtuelle, on récupère la carte data de la personne avec son email, sa photo, avec ce que la personne aura bien choisi de laisser comme coordonnées. Donc, ça permet de répondre, en tout cas, à cette volonté de mixer, de se rencontrer, d'échanger. Et après, on peut tout à fait rentrer par du chat, soit du chat textuel, soit du chat vidéo, avec des outils qui sont maintenant très facilement intégrés dans des plateformes virtuelles que sont Teams la plupart du temps. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors oui, il y a aussi les LinkedIn Connect qui permettent là aussi de partager les réseaux, etc. Donc, enfin, il n'y a vraiment pas le LinkedIn Connect a remplacé aussi la carte de visite dans bien des cas. Ce qui est intéressant, c'est que ça, on vient d'évoquer plutôt des exemples sur des salons, de B2B par exemple, etc.
puisqu'on est sur le sujet de comment mobiliser les équipes et qu'on n'est plus sur des sujets d'événements internes, ce matin, c'était l'angle de la conférence. Intéressant de dire que aujourd'hui, par exemple, on est interrogé, on travaille sur le sujet d'un grand groupe assez diversifié, multimétier, avec différentes BU, sur lesquels ils se disent, avant, en effet, on avait des moments où on pouvait, dans l'événement, c'était l'occasion de décloisonner et que les gens aillent découvrir d'autres activités qu'ils ne connaissaient pas bien. Et bien là aussi, cette logique de marketplace peut tout à fait dans le cadre. Alors forcément, là, on est plus sur des organisations très dimensionnées, mais là, on a le cas d'un acteur de l'énergie où vraiment il y a beaucoup de métiers, de filiales, de BU différentes, et donc la possibilité plutôt que d'avoir des stands par partenaire, les stands, c'est par filiale, par entité, et il y a des moments dans l'événement où on va pouvoir déambuler et aller en fonction de ses intérêts. Et donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'utilisateur, il est maître. C'est lui qui choisit son parcours. On ne lui impose pas un parcours. Parce que le problème du digital, c'est en effet souvent d'imposer les messages, d'imposer le parcours. Donc là, au contraire, il y a cette forme d'interaction avec la marketplace qui peut être intéressante, aussi en com interne. Je sais pas si on a répondu. On voit que le sujet est extrêmement vaste, qu'il y a plein de choses à dire, donc j'invite tous ceux qui sont dans cette préoccupation à vous contacter, à contacter les gens qui sont spécialistes de l'événementiel et qui effectivement ont tous basculé vers le virtuel et ont tous des compétences qui sont applicables au virtuel. Un grand merci encore, messieurs, et puis on va accueillir dans la foulée, vous l'avez évoqué, la responsabilité sociétale des entreprises. Donc là, on va accueillir un témoin et une agence spécialisée là-dessus pour nous parler de responsabilité sociétale des entreprises. En tout cas, un grand merci à tous les deux. Un grand merci, Dominique, pour l'invitation et pour l'événement. Bravo, c'est cool. On en a besoin de pouvoir partager comme ça. Donc bravo à Comedia et à tous les partenaires, Connectin, la Globe de Lorient et tout ça. Ok. Ouais, tout à fait. À très bientôt. Merci à vous. À très vite. Merci à vous.